Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu d'argent et de référencement naturel. C'est une question qui est revenue plusieurs fois, je dirais des deux côtés de la barrière, côté client et côté prestataire, hein, des gens qui voulaient se lancer dans le consulting SEO, sur voilà, combien je fais payer ou combien je dois payer telle prestation, combien ça coûte en moyenne. On va essayer de répondre à tout ça aujourd'hui, même si c'est pas une question simple et qu'elle cache toujours des grosses variations et des grosses disparités. Hop là, c'est parti. Alors, déjà, je vais me mettre par là, comme ça, j'embêterai pas les slides. Ok. Donc, je m'appelle Gabin Thiebaud, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant SEO depuis 7 ans maintenant. J'alterne entre salariat, freelance, édition de site et diverses sources de monétisation. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet gt-seo.fr. Également sur ma chaîne YouTube, et vous verrez sur mon site, pour ceux que ça intéresse, une petite formation gratuite de 40 minutes sur le SEO et sur les grandes tendances en 2024, sur ce qu'il faut faire, sur ce qui marche pas, aussi sur des conseils un petit peu plus globaux sur l'entrepreneuriat. Donc que vous souhaitiez faire du consulting SEO, ou vous soyez plutôt dans une démarche où vous souhaitez référencer votre site internet, je pense que ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à y aller, ça coûte rien du tout. Ok, il faut que je le dise apparemment, puisque j'ai lu qu'il fallait le dire pour que ça fonctionne. N'hésitez pas donc à vous abonner, ça aide grandement la visibilité de la chaîne et ça me pousse moi forcément à continuer à faire des vidéos. Donc voilà, allez-y, c'est un petit clic, vous pouvez aussi liker, commenter, faire tout ce qui est possible, ça me sera très utile. Ok, donc combien ça coûte le référencement naturel? Comme souvent, alors je vais vous donner des chiffres un peu plus loin, mais la bonne réponse en SEO, et comme souvent quand on parle d'argent, c'est ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs, mais principalement de trois choses à mon sens: la typologie de votre site et vos ambitions. Forcément, si vous avez un petit site sur le paysagisme, enfin vous êtes paysagiste, je sais pas moi, à Caen, en Normandie, et vous souhaitez être bien positionné sur votre zone de chalandise, bah c'est un petit site, il y aura sans doute du travail SEO, mais ça sera pas du tout le même que sur un site e-commerce complexe qui livre à l'international, par exemple. Ça dépend aussi bien sûr de la nature de la prestation et de sa récurrence. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter des prestations SEO dites one shot, c'est-à-dire je paye une fois, on fait ce qu'on a dit qu'on faisait et après nos chemins se séparent. Ok, c'est pas forcément toujours la bonne vision en SEO, puisque le SEO, on en reparlera, est un vrai marathon. Le référencement naturel prend du temps et nécessite souvent des pivots je dirais des changements au sein d'une stratégie. Donc voilà. Et puis ça va dépendre aussi du prestataire choisi. Forcément, si vous utilisez les services d'un freelance qui est junior, ben, il va être beaucoup moins cher que d'un freelance senior, que d'une agence avec un pôle SEO particulièrement expérimenté, etc., etc. Je rappelle à toutes fins utiles qu'on est junior les 4 premières années de son poste en général. C'est ce qu'on considère, qu'on passe de confirmé à la 5e année du poste. Donc on peut pas dire qu'on est senior au bout de 4 ans de SEO. On est senior normalement au bout de 10 ans, 10 à 15 ans sur un poste ou sur une fonction. Donc voilà, consultant SEO senior, le domaine était quand même relativement nouveau. Je sais pas, une vingtaine d'années maximum. Si vous voyez des consultants SEO seniors partout, ça vaut le coup des fois de regarder quelle est leur ancienneté et sur quoi ils ont travaillé aussi. Votre site, votre marché, c'est le premier gros critère. En fait, c'est deux critères qui vont changer toute la grille tarifaire. Parce que, comme je vous l'ai dit, si vous êtes un petit site local ou un site vitrine, bah, c'est pas la même chose qu'un e-commerce. Et puis aussi, au-delà de la typologie de votre site et de sa taille, du nombre de pages, du travail à réaliser d'un point de vue volume, il y a aussi les barrières techniques. Parce que quand on arrive sur un certain nombre de projets, on se rend compte que ce ne sont pas des CMS open source, comme un WordPress, comme un site WooCommerce, etc., pour le e-commerce. Et du coup, on se retrouve avec des barrières techniques qui sont très importantes. On est obligé de jongler parfois avec du code maison, entre guillemets, qui nous empêche parfois d'avancer comme on le voudrait. Et finalement, les barrières techniques peuvent alourdir la note très, très largement. D'ailleurs, souvent, quand je suis confronté à un client ou un prospect qui a des barrières techniques très importantes, on est souvent moins cher à refaire l'intégralité du site en réutilisant tout ou partie du contenu, des images et des idées qui ont été faites sur l'ancien site, plutôt que d'essayer de mettre des rustines sur un site créé sur un CMS ou un site qui n'est pas dynamique ou voilà. Donc
c'est des fois des arbitrages à faire, mais les barrières techniques peuvent vraiment alourdir la note parce qu'un consultant SEO n'est pas toujours développeur et n'aura pas toujours la capacité à faire, coïncider la volonté SEO et la possibilité technique de mettre en place ces recommandations. Ensuite, bien sûr, c'est pas les mêmes efforts selon le marché que vous visez. Une nouvelle fois, si vous visez un marché local sur des prestations relativement peu concurrentielles, eh ben, l'effort SEO, le temps SEO et même l'argent que vous devrez mettre seront moins importants que si vous visiez l'assurance auto sur la France ou un produit euh, au coût d'achat important sur l'Europe ou que sais-je. Voilà. Donc, selon votre marché, les efforts peuvent être beaucoup plus importants et du coup, les coûts peuvent également suivre cette idée. Plus votre concurrence est élevée, plus la concurrence est installée aussi, plus elle a une antériorité par rapport à vous, et plus ça va être difficile d'aller la détrôner. Donc, ça va demander plus d'efforts SEO, et à ce moment-là, faire une prestation SEO one-shot, par exemple, donc, je sais pas moi, pour quelques milliers d'euros, dire, bah voilà, on va optimiser les pages, on va faire quelques liens, etc. Je reviendrai sur ces différentes prestats. Bah, ça va sans doute avoir un effet, mais par rapport au travail effectué par vos concurrents dans le temps depuis des années, par rapport à leur positionnement actuel, ça aura quand même un impact relativement limité. Et là, vous serez plus obligé d'aller sur des prestations récurrentes avec du mensuel, de l'annuel ou du trimestriel. Alors, la prestation dont vous avez besoin, c'est aussi ça qui va beaucoup influencer le pricing de votre prestation. Le référencement naturel, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, c'est une multitude de prestations. Souvent, on commence par un audit technique, un audit éditorial, stratégique, un audit où on va regarder votre autorité par rapport à vos concurrents. Bref, l'audit, c'est vraiment un document très important, à mon sens, qui ne doit pas être du charabia pour nos clients, qui doit être vraiment un mode d'emploi, quelque chose qui donne une direction et qui permet de bâtir une stratégie. Et l'audit, c'est un instant clé en fait dans toute prestation SEO. Souvent, c'est assez mal perçu par les clients parce que pour eux, l'audit, j'y reviendrai juste après, c'est pas utile. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'opérationnel. On veut aller tout de suite, on veut taper dans le dur, etc. Oui, mais bon, c'est pas toujours une bonne idée de le faire sans audit. Un audit, ça a un prix et la production SEO a un autre prix. La production SEO, ça va être une production éditoriale, une production aussi technique où on va intégrer des contenus, une production, ça peut être de vidéos, ça peut être de nouveaux médias, ça peut être aussi de petites améliorations techniques. Bah, tout ça, ça a aussi un coût qui est différent de celui de l'audit. On a aussi les optimisations qui sont pas vraiment une production mais qui sont plutôt liées à des points centraux qui ont été repérés, notamment lors d'un audit. Donc ça peut être de la technicité, tout ce qui est aussi trait à votre navigation. Est-ce que les gens s'y retrouvent? Est-ce qu'on arrive bien à amener les gens vers le tunnel de conversion? Comment ça convertit? Est-ce qu'on a bien tout balisé pour comprendre comment fonctionne le trafic? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille faire autrement pour justement comprendre les points de friction, les endroits où ça marche pas? Ce qui est très important sur un site e-commerce par exemple, mais c'est également très important sur un site avec un formulaire de contact à la fin du tunnel de conversion. Si le parcours utilisateur débouche sur une impasse où on a du mal à trouver le formulaire, bah dommage. Ça va forcément avoir un impact négatif sur votre taux de conversion. Et de la même façon, si on atterrit facilement sur le formulaire, mais qu'il y a 80 champs à remplir et qu'il n'y en a que 3 qui sont utiles, ne riez pas, ça m'est déjà arrivé, bah forcément, ça a aussi un impact sur votre taux de conversion. Voilà. Donc, c'est des petites choses ajoutées qui sont pas forcément du SEO pur, c'est-à-dire qu'on va pas forcément, avec ces actions-là, jouer sur votre position, on va aussi jouer sur l'expérience utilisateur, mais c'est souvent des actions hyper intéressantes pour améliorer votre taux de conversion. Et donc finalement, c'est des actions qui peuvent être faites même avant le SEO, dans une logique où on se dit, bah, on a déjà un socle de trafic, et ben essayons d'améliorer notre taux de conversion, on aura tout de suite plus de leads, plutôt que de miser sur du SEO qui lui va prendre beaucoup plus de temps, et pour des résultats plus hypothétiques finalement. Et puis, un autre pan du référencement naturel, c'est toute la partie acquisition d'autorité, acquisition de mentions dans des médias, acquisition de backlinks vers votre site. Et ça aussi, ça a un coût. Ça a même deux coûts. Un coût d'achat, puisqu'il faut acheter ces liens la plupart du temps, même si les consultants SEO ont aussi leur réseau, ont aussi leurs amis, ont aussi leurs confrères qui peuvent, avec des échanges
des procédés un petit peu de donnant-donnant, bah voilà, trouver des liens entre guillemets gratuits, bah, la plupart des backlinks, il faut bien le reconnaître, on est obligé de les acheter, et donc il y a un coût d'achat, et puis il y a aussi un coût de consulting pour choisir les bons spots, et puis aussi pour générer les textes qui vont être suffisamment riches contextuellement pour que les backlinks aient du poids. Et puis, il y a un autre volet qui est pas toujours apprécié des freelance SEO, qui est vraiment, je dirais, toute la substantifique moelle des agences, c'est la gestion de projet SEO, la gestion de projet aussi globale, le suivi. Ça, c'est hyper important parce que on sait que dans une relation avec un client, et notamment lorsque on parle d'entreprise un petit peu installée, etc., bah, on fait pas du SEO comme on veut, on change pas une page sans en avertir le client, on met pas en place une stratégie sans plusieurs réunions sans qu'elle soit validée, sans qu'elle soit parfois aussi un petit peu modifiée. Et donc ça, c'est de la gestion de projet. Ça prend du temps et donc ça coûte de l'argent. Donc je reviens sur l'audit, puisque moi c'est souvent ce qu'on me dit, non, moi l'audit, j'en veux pas. Je veux que tu améliores mes pages, je veux que tu améliores mon taux de conversion, je veux que tu amènes plus de trafic, je veux que tu crées une nouvelle page, je veux que tu crées des liens, mais moi je veux pas d'audit. Ok, mais moi l'audit c'est mon mode d'emploi. Donc si je le fais pas, c'est comme si j'étais aveugle en fait et que j'arrivais sur votre dossier. De la même façon, j'irais pas dire à mon garagiste, écoute, je crois que c'est un problème sur la courroie, donc tu me changes la courroie, je sais que c'est ça. Regarde pas le reste, hein, je veux de l'opérationnel, c'est pas la peine de regarder tout le reste. Fais pas d'audit, ne regarde pas. Change ce que je pense qui est important et puis on y va. Ouais, non, en fait, ça va pas marcher comme ça. Votre garagiste, il va sans doute vous envoyer bouler et il aura raison. Alors moi, je vais pas dire que j'envoie bouler les gens qui me disent que l'audit ça sert à rien. Dans la plupart des cas, l'audit est très utile. Ça veut pas dire dans tous les cas. Quand on est sur le cas d'un petit site relativement simple où les mots-clés sont très clairs, où le client sait vraiment où il va et où il n'y a pas une grande complexité technique, hein, typiquement un site vitrine avec un formulaire de contact à la fin. Dire l'audit, il peut être réduit à 2 heures de navigation sur le site, mettre le site dans quelques outils SEO. Ok, voilà, on s'arrêtera là. C'est pas vraiment un audit, c'est plus un état des lieux. Mais dans tout projet qui commence à être un peu complexe, qui commence à être un peu gros, qui commence aussi à nécessiter une analyse de la concurrence, un benchmark, là, l'audit, il sert vraiment. Et c'est pas une perte de temps, en fait. C'est vraiment un gain d'argent, finalement. L'audit, il va aussi servir lorsque la prestation SEO sera en train de se terminer, hein, qu'elle soit en train de se terminer parce qu'elle est contractualisée dans le temps ou parce qu'elle est contractualisée au niveau du livrable. Et ben on peut reprendre l'audit et dire, voilà, nous on avait vu ces 5 points-là majeurs à améliorer, est-ce que ça a été fait? C'est aussi ça, un audit, c'est aussi un document qui va permettre au client de se dire que les points majeurs qui ont été repérés à un instant T, est-ce qu'ils ont vraiment été améliorés à la fin de la prestation SEO et qu'est-ce qu'il reste à faire pour aller jusqu'au bout des recommandations de l'audit initial. Voilà. Donc, faites des audits. Honnêtement, ce n'est pas une perte d'argent, vraiment, surtout si c'est un audit de qualité. Enfin, le one-shot contre le récurrent. Le SEO, c'est un vrai marathon. On le sait parce que c'est très long. Alors, c'est très long parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, et c'est très long parce que Google est très lent à la détente. Donc, faire un marathon, c'est relativement simple, il faut courir 42 km. Dans le cas de Google et du référencement naturel, le marathon en plus est semé d'embûches parce que Google change un peu les règles du jeu, change un peu sa façon de réagir à certains signaux, peut revenir aussi en arrière. Et donc finalement, quand vous achetez une prestation one-shot, vous ne pouvez pas espérer que votre prestataire soit dans la capacité de changer le braquet tout au long de la prestation. Il va travailler 2 jours, 3 jours, 10 jours sur votre site, et puis il va s'arrêter. Et puis si dans 6 mois, dans 3 mois, dans 1 an, il y a une mise à jour, ben, sa prestation est terminée. Et à la limite, tant pis que la mise à jour, la core update ait une incidence sur son travail lui est terminé. Donc il s'inscrit pas dans le temps. D'où les embûches. Le one shot, moi j'estime que c'est un très bon une très bonne façon de procéder pour les petits projets, où le client n'a pas forcément des milliers d'euros à mettre annuellement, et où il a plutôt le besoin aussi de se rassurer par rapport à une prestation et de se dire, ok, est-ce que ça va en rapporter du trafic / de l'argent?
Donc moi je trouve que le one shot pour des petits projets c'est bien, de l'ordre de quelques milliers d'euros. Ce qui est aussi possible de faire, c'est de vendre ce que j'appelle moi du ticketant. Quand on estime qu'il y a un, un panel global de prestations à réaliser sur le site, mais qu'on n'est pas en capacité de tout faire en même temps, pour une raison de budget ou pour une raison X ou Y, et bien plutôt que de vendre une prestation, on vend du temps. On vend du temps, on dit bah voilà, je vais vous vendre 10 heures, 20 heures, ou 4 jours, 5 jours, et dans ces 4 à 5 jours, je vais traiter un maximum de priorités. Et on verra à la fin ce qu'il est possible de faire. Alors la difficulté quand on vend du temps, c'est que le client n'est pas toujours en capacité de savoir quel est le temps réel qui a été utilisé sur le ticket global. Vous vendez 20 heures et vous finissez votre travail en 18, vous faites quoi des 2 heures qui vous restent? Ben, vous en faites autre chose, ou vous le dites à votre client, ou vous ne les facturez pas. Mais en général, on facture avant de commencer à travailler, et donc du coup, ça peut poser des problèmes. Donc le one-shot en ticketant, par exemple, ça peut fonctionner dans une relation de confiance avec un client. Mais généralement, dans, je dirais, 6 à 7 dossiers sur 10, le récurrent mensuel est nécessaire. Alors, ce que j'appelle du récurrent mensuel, c'est à minima quelques centaines d'euros par mois sur à minima 6 mois. Vraiment, 6 mois, c'est le minimum. Parce que vu que les effets SEO prennent beaucoup de temps à être présents, 6 mois, c'est court en fait. Voilà. Si le marché est concurrentiel, ou si on commence à vraiment travailler sur 6 mois, au bout de 6 mois, les impacts seront quand même relativement limités. Des fois, on a plutôt des signaux qui commencent à être intéressants au bout de 9, 12 mois, voire un peu plus en fonction du degré de concurrence du marché. Donc le récurrent mensuel, c'est très intéressant parce que ça permet voilà, d'étaler les efforts dans le temps et aussi de s'adapter aux éventuels changements de Google, mais aussi aux éventuels changements du client. Il n'est pas rare qu'en fait on démarre un dossier avec notre client qui nous dit moi vraiment ce qui m'intéresse c'est d'améliorer mes fiches produits parce que ça convertit pas assez, parce qu'elles sont pas belles, parce que ça manque de texte, d'images ou que sais-je. Et puis finalement au bout de 3, 4, 5 mois, le client nous dit j'ai envie de pivoter, je pense que les fiches produits c'est suffisant, ou j'ai une autre priorité maintenant, c'est plutôt telle ou telle chose, et à ce moment-là, bah, on peut pivoter avec lui. Le récurrent, ça permet cette souplesse. Et c'est pas forcément plus cher que le one-shot. C'est un abonnement d'une certaine façon qui vous permet aussi d'avoir un contact privilégié avec un interlocuteur qui lui va vous suivre. Et le consultant SEO aime ces dossiers-là, d'une part parce que ça fidélise un client, ça lui permet aussi de prendre du temps avec un client et donc potentiellement de le garder dans l'avenir, mais aussi parce que ça lui donne du temps pour voir si les actions qu'il met en place à un instant T de la prestation ont des effets ou non, et de changer de braquet. Parce qu'on n'a jamais la certitude que nos actions SEO, même si on a de l'expérience, même si on connaît les grands mécanismes de Google, on n'a jamais la certitude que ça marchera. Et j'y reviendrai après. Donc le one-shot, c'est une chose. Le récurrent, on peut le payer par mois ou trimestriellement. Ça permet aussi d'étalonner un peu les coûts. Et le récurrent, comme je vous l'ai dit, permet vraiment un suivi plus important. Ça permet de pivoter. Ça permet aussi parfois d'avoir du reporting, donc des stats, des datas, de la vision sur l'impact ou uniquement sur les moyens qui ont été mis en place pendant la prestation. Ça permet aussi à un client de dire ouais, vous avez fait quoi le mois dernier? Ouais, les résultats ils sont pas folichons, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Ou au contraire, les résultats sont très bons sur telle ou telle partie. Maintenant, est-ce que vous pouvez aussi m'accompagner plutôt sur ce point-là spécifique ou pas? Voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est quelque chose de confortable à la fois pour le client et bien sûr pour le consultant. Attention, le récurrent, je vous l'ai dit, c'est pas forcément plus cher, mais c'est souvent plus rentable en fait pour le client. Parce que justement ça permet de s'adapter et ça permet aussi de montrer patte blanche. Quand on est sur une prestation récurrente, admettons de, je sais pas moi, on va dire 500 euros par mois sur un an, on a aussi une obligation de faire des reportings, d'envoyer des mails, d'appeler notre client, de le relancer quand on n'a pas de nouvelles parce qu'il doit créer des contenus ou valider telle ou telle chose. Et du coup, ça nous met aussi dans une relation où on est obligé de faire bouger les choses. Voilà. Donc, moi, j'apprécie grandement de travailler comme ça. Maintenant, et là on va commencer à parler un peu de chiffres, freelance versus agence. Bien sûr, il y a une histoire de prix, de compétences. Il y a aussi certaines agences qui ne sont
pas spécialisés en SEO et qui pratiquent des prix plus élevés parce que leurs charges sont plus élevées. Donc voilà, il y a parfois un arbitrage à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le freelance, c'est un seul interlocuteur. C'est une personne qui fait tout. C'est quelqu'un qui est généralement moins cher que l'agence, puisqu'il a beaucoup moins de frais, beaucoup moins de charges, mais c'est un chef d'orchestre. Donc un freelance, un bon consultant SEO freelance, c'est quelqu'un qui est à la fois capable, effectivement, de faire ranker un site, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de pédagogie, qui est capable de vous expliquer ce qu'il va faire sur votre site et de valider avec vous. Donc c'est aussi quelqu'un qui est capable de faire de la gestion et du suivi de projet, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est aussi quelqu'un qui est capable d'avoir une capacité communicationnelle avec un client, donc parfois d'être diplomate, parfois de faire des concessions, des compromis, ce qui est très souvent le cas dans des projets un petit peu d'ampleur. Donc voilà, le freelance, c'est un chef d'orchestre. Bien sûr, les prix que je vais donner, c'est des fourchettes, mais un freelance SEO junior aujourd'hui, en dessous de 250 € la journée, il a du mal à gagner sa croûte. Un SEO freelance dit confirmé, donc au bout de 4, 5, 6, 7 ans d'activité, il a un ticket journalier moyen qui est plus élevé, aux alentours des 400, 500, 600 € par jour. Ça peut aller beaucoup plus haut, et comme vous pouvez trouver des freelances SEO juniors beaucoup moins chers, mais c'est des prix indicatifs qui, moi, me semblent à peu près représentatifs du marché tel que je le vois aujourd'hui au printemps 2024. L'agence, de son côté, c'est plusieurs interlocuteurs. Ça va être un chef de projet qui va chapeauter plusieurs autres personnes avec un pôle développement, peut-être un consultant SEO, peut-être une équipe de rédaction, etc. Donc c'est plus confortable pour un client qui a voilà, une activité soutenue et pour qui le SEO n'est qu'un canal d'acquisition parmi d'autres, par exemple. L'agence, en général, sera quelque chose de plus confortable pour lui. Bien sûr, les prix sont plus élevés. Une agence avec ou non un pôle SEO, aujourd'hui, vend difficilement un ticket plus bas que 500 € par jour. Et ça peut monter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut si vous êtes sur des agences SEO spécialisées, avec une certaine renommée, avec une certaine réputation, en région parisienne, etc. Là, le ticket peut vraiment assez vite monter. Donc, question, quand on voit ces prix, qu'on se dit, oh là là, c'est terriblement cher, j'y reviens juste après, je crois, est-ce que je peux le faire moi-même? Ouais, parfois, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Et c'est quelque chose qu'on peut, moi qui m'arrive même à le recommander sur certains clients, où j'estime que c'est des choses relativement faciles, et où ma valeur ajoutée n'est pas suffisante par rapport à un client. Je vous redonne l'exemple de ce paysagiste à Caen. Alors moi je suis en Lorraine, donc des clients normands, j'en ai pas eu des milliers, mais paysagiste Caen, quelle est la personne la mieux placée pour parler de son activité, sinon le paysagiste? Bon, ok. Si maintenant, moi, je détecte au cours d'une petite prestation SEO, d'un petit audit ou de ce que j'ai appelé tout à l'heure un état des lieux, si moi je détecte que ce qu'il faut faire en priorité, et c'est souvent le cas, c'est d'améliorer les pages existantes, puis de faire une petite campagne de netlinking. Améliorer les pages existantes, ça va être créer du contenu sur les prestations, sur le client, sur ce qu'il est, qui de mieux indiquer que lui pour le faire. Donc on peut tout à fait imaginer que tout ou partie de la prestation sera incarnée, sera soutenue par le client, bien sûr avec un appui SEO d'un consultant, mais sans que celui-ci soit, par exemple, à la rédaction des contenus. Il pourrait tout à fait récupérer les contenus et les améliorer pour le SEO, mais ne pas être en phase de rédaction. Ça permet de faire baisser la note. Dans tous les cas, il y a une phase qui est obligatoire, qui est une phase de pédagogie où votre consultant ou votre agence vous dit « Ok, vous voulez faire ça par vous-même pour faire baisser la note, je peux le comprendre, par contre, il faut que je vous apprenne. » Et cette phase de pédagogie ou de formation, elle est indispensable pour que le client ne fasse pas n'importe quoi et que sa volonté finalement de faire des choses par lui-même ne le desserve pas. Voilà. Bien sûr, il faut aussi que le client comprennent assez vite que le SEO, c'est pas juste écrire des mots, écrire des mots-clés ou que sais-je, sur une page et puis copier-coller sur une page web. Non, c'est pas ça. Donc il faut aussi que le client soit dans cette logique où il va devoir apprendre des choses, il va devoir mettre en place des choses qu'il ne connaît pas encore, et donc il doit avoir du temps pour apprendre et pour agir. Donc sur un petit projet, ça me semble souvent possible, à partir du moment où le projet commence à devenir gros, que ça soit parce que complexité technique, parce que beaucoup de pages, ou parce que entreprise un petit peu plus installée, je trouve que c'est difficile
de sous-traiter, enfin en tout cas de laisser la main au client sur certains points, notamment la rédaction. Euh, Parce qu'il il va avoir son propre processus de validation, parce que ça va prendre plus de temps, parce que parfois les standards SEO vont se heurter à des standards plutôt liés à la marque, au branding de l'entreprise, ou au chemin décisionnel, au N+1 qui doit valider ce qu'a dit le N-1, etc. Donc ça peut prendre des plombes. Mais sur un petit projet où vous êtes quasiment face à un client unique, face à une personne, vous pouvez effectivement lui donner, ou plutôt lui laisser tout ou partie, et souvent une petite partie, du SEO. Sur un projet au long cours, former votre client et former les équipes, c'est impératif. Je pense au site e-commerce. Même si en face de vous, vous avez par exemple un chef de projet qui doit améliorer, qui doit suivre l'acquisition de trafic sur le site e-commerce, bah, s'il a aucune notion de SEO, c'est une catastrophe en fait, parce que vous allez lui parler chinois, et ce que vous allez mettre en place à un moment, 6 mois après, il n'aura pas compris l'impact, et il va recommencer à faire des choses que vous aurez déjà expliquées et qui n'auront pas été bien comprises. Donc, à un moment donné, si on est dans une relation de confiance avec un client, si on estime que ça ne peut marcher que parce que on se parle, que parce que le client répond à nos mails, répond à nos coups de téléphone, ben, il faut aussi accepter de former le client. Former le client, ce n'est pas, à mon sens, ôter ma valeur ajoutée et la donner au client. Former le client, c'est aussi lui dire, bah voilà, pour que ça marche, il faut qu'on travaille ensemble sur le projet. Et pour moi, c'est un truc ultra important dans tous les dossiers SEO que j'ai pu mener dans ma courte carrière. Ça fait que 7 ans que je fais ça, mais j'en ai déjà vu un certain nombre. Tous les dossiers qui ont réussi, à chaque fois mon client était actif, à chaque fois mon client pouvait me répondre, alors pas toujours au bout d'une heure, parfois au bout de quelques jours, mais à chaque fois il me répondait, il posait des questions, il était intéressé par ce qu'on faisait sur son projet. Une prestation SEO qui marche, ce n'est pas une prestation SEO où vous dites au prestataire, bah vas-y, débrouille-toi, tu sais faire ton truc, fais tes machins. Une prestation SEO qui marche, notamment sur les projets un peu plus gros, bah, c'est une prestation où le client, il est partie prenante pour que ça marche. Donc, faire soi-même, pourquoi pas, sur certains points opérationnels, mais pas sur des choses stratégiques. Quand on commence à dire, ou que je commence à entendre mes clients dire, moi je pense qu'il faudrait faire ça, je prends une grande inspiration, j'essaye de me dire que ça part d'une bonne volonté, et puis on en discute. Parce que quand mon client me dit, ouais, t'inquiète pas, ça je m'en occupe, sans que je l'ai formé, sans qu'on ait pris le temps, sans qu'on en ait discuté, souvent ça donne des résultats assez calamiteux. On peut pas espérer en SEO faire les choses vite fait parce que ça coûtera moins cher si je prends 2 heures mon vendredi soir pour le faire. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un métier, même si ce sont des compétences relativement basiques, c'est des compétences qui n'ont pas comment dire, sans vouloir dévaloriser le métier, il y a pas grand-chose de très complexe dans le SEO. Par contre, il y a énormément de compétences différentes. Donc un bon consultant SEO, c'est pas juste un bon rédacteur, ou juste un bon poseur de liens, ou juste un bon développeur, ou juste un bon bricoleur, ou juste un bon communicant, ou juste un bon marketeur, ou juste un bon ergonome, ou juste un bon designer. En fait, c'est un peu de tout ça. Il faut avoir toutes ces compétences-là pour permettre à son client d'avoir une vision globale sur le web et sur l'acquisition de trafic, et sur la capacité de votre site à faire du trafic, quelque chose qui vaut que dalle, la possibilité de gagner de l'argent. Voilà. Et donc tout ça, c'est quand même un petit peu de compétence, un petit peu d'expérience. Donc s'en occuper sans avoir du tout l'appétence et les compétences, ça peut vite donner des résultats qui vont être négatifs et qui vont vous faire perdre de l'argent. Donc si mon paysagiste à Caen, il me dit non, c'est bon, je m'en occupe, oui, mais voici les guidelines, voici mes conseils, et attention, il faut bien les suivre, et il faut faire ci, il faut faire comme ça. Et puis sur certaines parties, je dirais non, tu ne t'occupes pas de la stratégie pour ton site internet, non, tu vas pas t'occuper de l'acquisition des liens, non, voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, mais pas tout. En fonction de votre projet, du coup, ce que je ferais si j'étais à votre place, si j'ai un petit projet, un site vitrine, j'irais vers un freelance. Un freelance, alors, il y a beaucoup de freelance juniors qui commencent sur le SEO, comme sur beaucoup de choses d'ailleurs. Attention quand même à ne pas vouloir trop, voilà, toujours baisser la note, se dire ah ouais 250 € par jour, tu te rends compte c'est quand même beaucoup moins de 400 €. Oui, mais le 400 € a une valeur quand même, hein, attention. Donc prendre un freelance, un freelance confirmé avec des références et un freelance à qui vous allez donner du temps, donc de la confiance. Un jour par mois sur un an, ça va vous coûter un peu d'argent, certes, mais ça aura beaucoup plus d'impact que si vous faites
une prestation one shot à 1500 euros avec un freelance qui débute et qui a un book avec 3 sites internet qu'il a référencés. Si on est sur un projet plus complexe, plus gros, avec parfois des barrières techniques ou un marché beaucoup plus concurrentiel, et ben là, moi j'irais ou sur de l'agence ou sur du freelance confirmé, plus. Un freelance qui est en capacité de vous dire, ok, je vous donne 3 jours par mois, on fait un call tous les 15 jours, je vous fais un reporting tous les mois, je commence par un audit qui durera à peu près 3 jours, etc., etc. Là, oui, vous pouvez aller sur du freelance. Mais si vous avez les reins solides et si vous vous dites, ben voilà, moi je veux vraiment être accompagné sur le long terme, avoir des interlocuteurs qui vont être multiples, avec un chef de projet qui va centraliser mes demandes et les dispatcher au bon pôle, etc., ben là, il faudra aller sur de l'agence. Bien sûr, si vous allez sur des agences spécialisées SEO, le tarif il peut vite grimper et il peut vite grimper méchamment. Hein. Mais on estime aussi que ces agences spécialisées auront un impact plus fort et aussi plus certain que les freelances juniors ou que les agences qui ne sont pas spécialistes du SEO. Et maintenant, c'est la grande question, c'est bien mon petit gars, ça fait 30 minutes que tu parles, mais combien? Ok, j'ai fait un tableau. Alors attention, j'ai mis une espèce de légende qui fait office d'astérisque sur un contrat de prêt. C'est des chiffres indicatifs. C'est des chiffres que moi je vois passer, c'est des chiffres aussi que moi je pratique, mais il y a plein de variations en fonction de l'expérience du free, en fonction de où il se trouve. Parce qu'un free à Paris, c'est pas un free en province, hein, ça n'a pas aussi les mêmes frais. En fonction aussi de la réputation du freelance, parfois on surpaye un freelance parce qu'il est connu, parce qu'il est suivi, parce que machin, et puis des fois on sous-paye un freelance junior qui n'est pas du tout connu alors qu'il fait vraiment du bon boulot. Ça va aussi être différent en fonction du degré de concurrence du marché, de la taille de votre site. Je veux dire, faire un audit sur un site qui a 5 pages et faire un audit sur un site qu'on a 5 millions, c'est pas du tout le même travail. Ça va aussi être différent en fonction de votre capacité à faire des choses par vous-même, à comprendre aussi un peu le SEO, à répondre aux demandes, etc., intégrer les contenus par vous-même. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses différentes. En sachant ici qu'il y a pour moi différentes prestations et que un freelance seul, en général, ne peut pas ou ne doit pas. Enfin, je ne sais pas, je suis encore en réflexion là-dessus. Un freelance SEO qui fait de l'audit, de la rédaction, des liens, qui va aussi faire des recos à un client, etc. Ça me semble beaucoup. Pour moi, la rédaction, c'est quand même un métier un peu à part. C'est d'ailleurs mon métier, moi, au départ, c'est d'être rédacteur. J'ai un peu arrêté cette partie de mon activité, mais c'est vrai que c'est mes premiers amours et je pense que j'y reviendrai incessamment sous peu. Mais c'est vrai que vous avez plus la capacité au sein d'une agence à avoir un panel de compétences très spécialisé plutôt que de tout demander à un freelance. Et si vous voulez tout demander à un freelance, il faut qu'il ait quand même des compétences, des références, donc qui vous montrent qu'il est en capacité de faire des liens, de faire de la rédaction, de faire de l'audit, de faire du reporting, de faire du récurrent, de faire du conseil, de faire du consulting, d'aller aussi évangéliser vos équipes au SEO, etc. Donc voilà, il faut trouver des interlocuteurs qui sont en capacité de tout faire. Et ils sont pas toujours très nombreux. Donc, on va reprendre le tableau. L'audit. Pour moi, un audit en dessous de 800 euros, je n'en vends pas. Voilà. Ça peut aller beaucoup plus haut. Ça peut aussi aller beaucoup plus haut que 2000 euros pour un freelance. Une nouvelle fois, ça va dépendre du projet, du client, etc. Mais c'est une fourchette. La fourchette, elle est un peu plus haute en agence, mais elle suit globalement cet ordre d'idée. Pour la rédaction, je pense aujourd'hui qu'un freelance FR qui rédige, avec ou non utilisation de l'IA, mais c'est un autre débat, je ne veux pas rentrer là-dedans, on commence à 5-6 euros les 100 mots et on peut aller beaucoup plus haut. Et puis, si votre domaine est très spécifique, moi je pense à des clients dans l'industrie ou dans des objets hyper techniques, et ben ce prix peut énormément augmenter aussi. Vous avez également une fourchette en agence, en sachant que certaines agences vendent de la rédaction aux 100 mots, mais la sous-traitent. Donc voilà, ça c'est aussi à vous de voir. L'intérêt de la sous-traitance quand même, c'est que vous allez du coup bénéficier d'un texte normalement d'un rédacteur spécialisé et d'une relecture supplémentaire par l'agence avant qu'on vous présente les contenus. Donc, normalement, c'est des contenus qui sont aux petits oignons. Des fois, on a des surprises. Hein. Sur les backlinks, pour moi c'est très difficile à dire parce qu'une campagne de backlinks, ça peut demander quelques centaines d'euros comme plusieurs dizaines de milliers en fonction, une nouvelle fois, de la concurrence mais aussi
du client. Est-ce qu'il va nous faire confiance sur les backlinks sur 3 mois, sur 6 mois, sur 2 ans? Voilà, tout ça, ça peut énormément changer la note. Et puis, ça va aussi dépendre de la typologie de liens dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de petits liens, entre guillemets, qui valent entre, je sais pas, entre une centaine et 500 euros l'unité, bon, bah, voilà, ça vous donne déjà une idée. Est-ce que vous avez besoin de tout petits liens avec des liens entre 5 et 50 euros qu'on va faire un petit peu en volume pour pousser un site vitrine, voilà, qui n'a pas vocation à aller trop sur un marché concurrentiel? Ou est-ce que vous avez besoin, au contraire, de mentions et de backlinks depuis des sites médias reconnus, type Le Point, Le Parisien, etc. Et à ce moment-là, rien que le budget d'achat, c'est plusieurs milliers d'euros par lien. Donc forcément, ça a un effet sur le coût global des backlinks. Et puis la dernière colonne, que j'ai appelée donc un jour par mois, c'est la récurrence. Personnellement, ça dépend des projets, mais en général, c'est 400 euros pour un mois à raison de un jour par mois de travail. Donc ça vous dit tout de suite que pour travailler à peu près 12 mois à raison de un jour par mois, c'est à peu près 4800 euros pour un freelance comme moi qui suis confirmé, qui ne suis pas senior, j'ai 7 ans d'expérience. Et pour une agence, on est tout de suite plus élevé, 500 euros par mois, c'est vraiment le bas de la fourchette pour une prestation récurrente. Ça peut aller au-delà. Bien sûr, vous trouverez des freelances qui sont moins chers, bien sûr, vous trouverez des agences qui sont moins chères, et bien sûr, vous trouverez des freelances qui sont beaucoup plus chers, et des agences qui le sont aussi. Voilà. Donc, ne vous offusquez pas si vous trouvez ces prix trop peu, trop élevés, trop que sais-je. Forcément, c'est à mettre en vis-à-vis de plein de critères que je ne peux pas forcément contrôler au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous trouvez ça cher, je vais vous dire que tout est toujours trop cher, même le kilo de pâtes en ce moment. Mais comme je vous l'ai dit, un consultant SEO, c'est énormément de compétences différentes. Ça a l'air simple de rédiger un texte, et ça l'est pas toujours. La rédaction est d'une fausse simplicité. La rédaction, c'est beaucoup de temps de cerveau, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de style. Et un rédacteur, c'est pas quelqu'un qui s'est juste mis sur son clavier et qui a cherché à gagner de l'argent sur Internet. Vraiment pas. Enfin, il faut pas croire qu'un freelance junior qui demande 300 euros par jour, ça veut dire que s'il vend tous les jours de sa semaine, il va gagner 6 000 euros par mois. Puisque rapide calcul, on a à peu près 20 jours ouvrables par mois. Donc si on vend 300 euros par jour, on est censé gagner 6 000 euros par mois. Pas du tout, parce que déjà un freelance ne va pas vendre l'intégralité des jours. C'est impossible. Il va vendre entre 8 et 15 jours quand il est bien booké, et c'est déjà très bien. Aussi comprendre que si on vend, admettons, 12 jours, donc on est censé gagner 3600 euros, on ne gagne pas 3600 euros. Il y a bien sûr des frais, il y a bien sûr des charges de l'ordre de 25 à 30%. Donc voilà, ça calme déjà un petit peu le jeu. Et puis il y a aussi des frais liés à des logiciels qui coûtent cher. Et puis, il faut aussi accepter que, outre le prix des outils, vous payez quand même une compétence qui est, comme je vous le disais, simple, mais qui est plurielle. Et si vous essayez toujours de baisser les coûts, mais que votre freelance, il comprend bien le SEO, il sait vous faire ranker, par contre le trafic qu'il amène sur votre site, il n'est pas du tout en capacité de le faire convertir, par exemple, c'est des choses que j'ai déjà vues, finalement son travail ne va pas vous rapporter de l'argent. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si vous optez pour un consultant SEO un peu plus expérimenté, ça doit aussi vous apporter quelques avantages. Des avantages en termes forcément de fluidité, de compétences, d'impact, mais aussi d'un réseau. Il va aussi être en capacité de vous dire, vous inquiétez pas, moi j'ai un réseau de partenaires, j'ai un réseau de sites, j'ai un réseau de confrères qui va me permettre d'aller vous chercher des liens un peu moins chers, de baisser les coûts sur telle ou telle chose, ou ça va aussi vous permettre de trouver d'autres interlocuteurs de très bonne qualité. Par exemple, dans mon cas, j'ai l'habitude de travailler avec certains prestataires techniques qui ne sont pas faciles toujours à trouver. Je travaille par exemple avec des admin serveurs ou des admin systèmes. Je défie quiconque d'en trouver un au pied levé qui soit fiable, compétent, qui ait des serveurs, qui soit en capacité de répondre à un client, de lui expliquer les choses sans que ça soit trop technique, etc., etc. Et ça aussi, ça a une valeur. Enfin, on arrive au bout, vous inquiétez pas. C'est une grosse vidéo et je parle assez vite, mais on va voir le bout. Une prestation SEO a pour objectif de vous faire gagner de l'argent. Je vous laisse méditer là-dessus le temps que je boive un petit peu d'eau. Voilà. Alors, oui, la prestation SEO, la première chose que vous voyez en tant que client, c'est que ça va vous coûter de l'argent. Mais il faut aussi accepter que, en tout état de cause, si elle est bien faite,
et si dans un monde idéal tout fonctionne, et si Google n'était pas si méchant, la prestation SEO doit vous faire gagner de l'argent. Donc la prestation SEO, c'est un investissement, ce n'est pas simplement un coût dans votre colonne budgétaire, c'est quelque chose qui a un intérêt patrimonial même pour votre site internet. Vous avez une énorme force en tant que client, c'est que normalement, on mesure énormément de choses sur un site internet. Alors malgré GA4, malgré la RGPD, malgré plein de bâtons dans nos roues en matière d'analyse de données ces dernières années, on a quand même la capacité de savoir d'où provient un clic, de quel mot-clé, alors pas tous les clics, mais voilà. Est-ce que ça a converti? Combien de temps c'est resté sur la page? Est-ce qu'il y a plus de trafic qu'à la même période l'année précédente? Quelles sont les pages qui fonctionnent le plus en SEO? Quelles sont les conversions qui ont été générées en plus, etc., etc., etc. Vous avez même la capacité finalement, vous, en tant que prestataire qui recevez ou les conversions ou les commandes, de vérifier qu'elles sont qualitatives, que le panier moyen il a augmenté ou pas, que vos leads qui tombent, est-ce qu'ils sont plus nombreux, est-ce qu'ils sont plus qualitatifs, est-ce que vous avez pu signer de nouveaux clients avec ces leads-là. Bah voilà, ça c'est une prestation SEO qui fonctionne parce que ça se voit sur vos stats, donc sur votre Google Analytics 4, sur votre Google Search Console, sur votre Matomo, sur votre Piwik, sur ce que vous voulez. Et surtout, et c'est le plus important parce que je le dis souvent, le trafic ça vaut pas un copec, ça se voit surtout sur votre CA. Mais attention, le SEO, lui, va vous apporter des conversions. Je pense au site vitrine de notre paysagiste à Caen. L'objectif du paysagiste, c'est d'avoir plus d'appels entrants ou plus de contacts via son formulaire. Très bien, ça c'est des conversions, ce n'est pas de l'argent. Le SEO, ça vous rapporte du trafic qui peut générer un certain nombre de conversions. Mais ça s'arrête là. Ensuite, votre capacité en tant que paysagiste à Caen d'appeler les gens dès que vous avez le contact, de répondre à leurs demandes avec précision et fiabilité, etc., etc. Ça, nous, on n'a pas la capacité de le mesurer. Donc, on mesure les conversions, mais on ne mesure pas la transformation, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de conversions et le nombre de clients qui ont été réellement signés. Voilà. Mais, en tout état de cause, une prestation de référencement sur un client qui veut plus de leads, ça doit apporter plus de conversions, donc ça doit apporter la possibilité à un client de signer plus de devis, d'avoir plus de contacts et donc potentiellement d'améliorer son chiffre d'affaires. Enfin, une dernière chose, même si ça va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, vous allez voir que ça a l'air d'être paradoxal, mais non, un prestataire SEO n'est pas obligé d'avoir des résultats. Il est obligé de mettre en place un certain nombre d'actions, de choses, que ce soit textuelles, backlinks, techniques, navigationnelles, ergonomiques, d'un point de vue design, etc. Mais il n'a pas l'obligation de résultats. Vous n'achetez pas des résultats. On doit vous vendre, et si on est honnête, on doit vous vendre des actions, des optimisations, des textes. On doit vous dire, moi je pense qu'en faisant ça, ça et ça, ça va améliorer votre ranking, ça va améliorer votre nombre de conversions, votre nombre de ventes, votre nombre, voilà, etc., etc. On ne doit jamais vous vendre une position. À mon sens, c'est être malhonnête que de vous dire, si vous signez chez moi, vous serez premier sur tel mot-clé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est pas nous qui décidons, c'est Google. Ce n'est pas possible non plus parce que les variables sont trop importantes et que la page des résultats de recherche, ce qu'on appelle la SERP, elle peut être très différente demain par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui en fonction de l'intention de recherche. L'intention de recherche peut changer et un mot-clé qui peut vous sembler très intéressant aujourd'hui peut devenir complètement inintéressant dans 6 mois. La réalité, c'est qu'en tant que consultant SEO, on agit, on fait des actions, mais on a une incertitude sur l'impact, on a des convictions, on a des compétences, mais on n'a pas de baguette magique. Vous dire vous serez premier sur assurance auto dans 6 ans si vous mettez 100 000 euros par mois pendant 6 ans, c'est malhonnête. C'est extrêmement risqué. Parfois, c'est très tentant de le dire parce qu'on se dit mais c'est pas moyen, il n'y a pas moyen, vous serez forcément premier. Oui, des fois on le sait, mais normalement, moi j'estime que je ne peux pas le dire à mon client parce que ce n'est pas moi qui vais décider de ça. Je vais faire le maximum, je vais mettre en place toutes les actions possibles, mais ce n'est pas moi qui vais faire en sorte que c'est moi qui vais faire en sorte que Google réagisse, mais c'est Google qui va choisir, et c'est pas moi. Dans cette optique-là, il y a quelque chose qui me semble important et qui est ennuyeux pour tout le monde, c'est quelque chose d'ennuyeux à produire, c'est quelque chose d'ennuyeux à lire, c'est les reportings.
Les reportings, c'est ces PDF un petit peu obtus qu'on vous envoie avec plein de stats, des schmilblick dans tous les sens, le trafic, le temps moyen passé sur la page, et quelle page fait plus de trafic, est-ce que... Mais en fait, c'est hyper important. Le problème des reportings, c'est que c'est quelque chose qui est ennuyeux à faire pour les consultants et qui est ennuyeux à lire pour les clients. Pourtant, sans ça, vous n'avez aucune vision sur ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, l'impact de ce qui a été fait et quel impact attendu des actions qui restent à être mises en place. Donc, il faut voir les reportings non pas simplement comme un vieux rapport Data Studio avec qu'on exporte automatiquement avec des magnifiques camemberts que personne ne lit et des stats inutiles. Il faut voir ce reporting comme un moment privilégié où vous pouvez interagir avec votre prestataire pour lui dire « J'ai lu le reporting, ça je ne comprends pas, pourquoi on fait pas mieux ici ? Bravo pour telle progression, est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin sur telle chose ?» Il faut voir le reporting comme un moment de communication avec votre client et un moment de communication avec votre prestataire. Le reporting, votre prestataire, il doit vous en envoyer un pour vous dire au moins ce qu'il a fait. L'impact n'est pas toujours immédiat en SEO, enfin il est même jamais immédiat, mais il faut quand même parler de l'impact, quitte à faire un reporting 6 mois après. Et puis il faut que vous soyez en capacité de voir c'est quoi les textes qui ont été produits, c'est quoi les liens qui ont été produits, les URL des liens, où est-ce qu'ils sont, etc., etc., etc. Globalement, je l'ai déjà dit, mais je le souligne une nouvelle fois, puis je passerai à la suite. En SEO, vous ne pouvez pas réussir seul en tant que client, vous ne pouvez pas réussir seul en tant que consultant. Il faut que ça fonctionne, donc il faut qu'il y ait une communication qui soit efficiente avec votre client ou avec votre prestataire. Et le reporting est un instant pour revenir à la charge, pour relancer un client, pour lui montrer que vous avancez, pour lui montrer que vous l'oubliez pas, pour lui montrer aussi que vous lui envoyez pas juste des stats sous forme de tableaux, graphiques, camembert, etc., que vous lui donnez du grain à moudre. Le reporting est aussi un instant où vous pouvez lui montrer, qu'est-ce que c'est le taux de rebond, pourquoi c'est important, c'est quoi la sémantique en SEO, pourquoi tel score de sémantique peut avoir un impact, etc., etc. Ça peut aussi être, du coup, un moment de formation, donc un moment un peu privilégié, où vous êtes dans la pédagogie et vous montrez au client que vous n'êtes pas simplement dans le sein des saints en train de bidouiller des trucs mystérieux sur votre clavier, vous pouvez aussi lui apporter des choses pour que lui-même ou ses équipes soient mieux formés et des meilleurs résultats SEO à l'avenir, tout simplement. Un dernier mot sur les backlinks, après je me tais. Donc le netlinking, c'est acquérir des liens qu'on appelle backlinks depuis d'autres sites vers le vôtre, c'est un critère de positionnement, en tout cas de ranking, un critère de ranking assez fort sur Google, et c'est très rare que sur des nouveaux sites on n'ait pas besoin de liens, ou même sur des sites existants d'ailleurs, on a continuellement besoin de trouver de nouveaux liens, et le marché FR étant assez actif sur les liens, vos concurrents en achètent, vos concurrents cherchent à en faire, et donc vous aurez souvent besoin, vous aussi, d'acheter des liens, et souvent ça se fera via un prestataire. Première chose, et parce que je l'ai vu très récemment, oui, vous pouvez acheter des liens via un prestataire ou via une plateforme, peu importe, mais ne les louez pas. Je trouve que c'est une nouvelle fois hyper malhonnête de vendre la location de liens à un client. Et on vous a fait 10 liens, vous les payez 10 € par mois, et si vous arrêtez de payer, on les autres. Alors, il y a des agences qui le font, il y a des freelances qui le font. C'est malhonnête, ne signez pas un contrat où vous louez des liens, signez un contrat où vous achetez des liens et où vous aurez la liste de toutes les URL des liens. Deuxième chose qui est hyper importante aussi, un lien c'est bien, donc faire un lien c'est super, un lien contextualisé c'est mieux. Je ne vais pas revenir sur le contexte en SEO, c'est une notion complexe et riche, mais globalement, si vous faites juste un lien sur une page vide, le lien n'a pas de valeur. Le lien, il a de la valeur avec le texte qui est autour de lui, avec sa position dans un site internet, avec le maillage qu'il a par rapport aux autres pages du site internet, avec la thématisation du site internet par rapport à votre site, etc., etc. Et tout ça, ça ne se voit pas dans une liste de liens. Donc, il faut aussi que le consultant SEO explique que le texte, celui-là, il a été rédigé, donc il a coûté de l'argent. Donc, le lien, ok, il coûtait 100 €, mais on a remis 50 € dans le texte. Parce qu'un lien avec un texte de très grande qualité aura beaucoup plus d'impact qu'un lien non indexé sur une page vide, forcément. Donc ça m'amène au point suivant, il faut vérifier la qualité des sites, la thématique des sites sur lesquels votre prestataire achète des liens pour vous, et puis vérifier aussi que les pages en question sont indexées, parce que si les pages ne sont pas indexées dans Google,
eh ben, les liens ne sont pas indexés et n'ont donc aucun impact. Enfin, même si aujourd'hui les plateformes sont très actives et qu'il y en a de très nombreuses, il y a certains prestataires qui misent à 100% sur une ou deux plateformes, alors parfois des plateformes connues, je ne vais pas en citer, mais il y en a énormément. Et puis il y a aussi certains prestataires qui ne misent que sur leur réseau en interne. C'est dommage, alors il y a des agences qui ont des très grands réseaux de sites, mais globalement, l'intérêt des liens, c'est d'aller chercher plein de liens de typologies différentes, de sites qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas tous de type blog, ou qui ne sont pas tous des annuaires, ou qui ne sont pas tous des forums. Et donc, confier une campagne de netlinking à un prestataire qui va en gros rester sur les petites choses qu'il connaît, les 2-3 trucs, ça va vite, c'est rapide, bah ça aura un impact assez limité sur votre ranking. Et puis finalement, quelle est la valeur ajoutée d'un prestataire si c'est juste pour aller cocher 5 ou 6 liens sur telle plateforme, 5 ou 6 liens sur telle autre et vous faire payer le coût des liens plus la différence? Moi je trouve pas ça exceptionnel. Et je rappelle, et je finis là-dessus, je l'ai déjà dit, mais le mettre à bord, ça reste Google, donc ça prend du temps. Les actions SEO vont prendre du temps, elles vont avoir un coût au départ. Normalement, elles vont aussi avoir un impact positif sur votre CA, mais ça va prendre du temps, l'impact n'est pas immédiat, et ça peut échouer, parce que le mettre à bord, ça reste Google. Je pense que c'est aussi voilà, c'est aussi honnête de vous le dire, ça ne fonctionne pas toujours, ça fonctionne très souvent parce que les compétences sont là, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît Google, parce qu'on peut pivoter, parce que confiance du client, parce que contrat récurrent, donc on peut pivoter, donc on peut discuter, on peut aller plus loin, mais on ne peut pas vous vendre une position, on ne peut pas vous vendre une position sur un certain mot-clé. C'est trop risqué, c'est malhonnête. Celui qui dirige, malheureusement, et ça va rester comme ça, c'est bien Google. Voilà, je m'arrête là. Vous pouvez donc du coup vous abonner à la chaîne, me suivre sur cette chaîne. J'essaye de mettre plus de contenu cette année. Je vais essayer de faire une quinzaine de vidéos en 2024. Donc voilà, sur le métier de SEO, sur le métier d'éditeur de site, sur des astuces sur WordPress, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi mon Twitter et mon site web où vous retrouverez des articles en rapport avec les vidéos et d'autres contenus. Donc voilà, je vous remercie et puis un petit like, un abonnement, ça serait super cool. Voilà. Merci, à bientôt.